Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là pour cette première rencontre sur l'océan, sur le cycle Notre avenir, l'océan. C'est un double événement pour nous parce que la Bibliothèque publique d'information est fraîchement arrivée aux Lumières. Donc on est très heureux de vous accueillir dans ce bâtiment. Et le deuxième événement particulier, c'est que ce cycle de rencontres autour de l'océan est là pour clore une année dédiée à la mer qui a vu son point culminant au mois de juin 2025 avec la conférence de l'UNOC dont on parlera certainement et qui a donné lieu à beaucoup de publications et d'événements qui ont permis de rendre plus visible l'océan, ses mystères, ses richesses, mais aussi ses difficultés et les dangers qu'il encourt et contre lesquels nous pouvons agir. Ce soir, pour cette première séance, une séance en quelque sorte d'ouverture, je suis ravie d'accueillir deux chercheurs éminentes du Muséum national d'histoire naturelle, Frédéric Clouse et Sylvie Dufour. L'une est anthropologue, l'autre est biologiste, et elles ont co-dirigé le manifeste du Muséum pour un océan en commun, qui servira d'appui dans toutes les discussions que nous allons avoir. Je vais laisser à Alexandra Delbo, qui est à ma gauche, qui est productrice sur France Culture et journaliste scientifique dans la chronique Avec Science, le soin de présenter nos deux invités et d'animer cette rencontre. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup Geneviève. Donc, ce soir, nous allons justement parler de l'océan, de ce qu'il fait pour nous, de ce que nous faisons de lui, parce que l'océan, c'est à la fois un régulateur du climat, un producteur d'oxygène, une source de nourriture et un formidable réservoir de vie, mais c'est aussi un milieu sous pression, surexploité, réchauffé, acidifié, menacé par la pollution et par la convoitise de ses ressources profondes. Pour en parler, nous avons justement deux invités, toutes deux chercheuses au Muséum national d'histoire naturelle et contributrice donc du manifeste pour un océan en commun. Nous allons en parler. Il y a la biologiste Sylvie Dufour, bonjour. Vous êtes là. Directrice de recherche émérite au CNRS et donc chargée de mission mer au Muséum national d'histoire naturelle. Et Frédéric Clouse, bonjour. Vous êtes professeur d'anthropologie au Muséum national d'histoire naturelle. Nous allons croiser vos deux regards, celui des sciences naturelles et celui des sciences humaines, pour comprendre ce qui lie l'humanité à l'océan et comment l'humanité plutôt doit collectivement le protéger. Nous parlerons aussi de la gouvernance internationale, de la conférence de Nice, à l'adoption du traité BBNJ. On va parler un petit peu de ces acronymes sur la haute mer. Comment les connaissances scientifiques nourrissent-elles les décisions politiques et comment partager équitablement les responsabilités entre pays du Nord et du Sud. En somme, nous avons 1 heure pour réfléchir ensemble à cette question, comment vivre avec l'océan. Et j'aimerais qu'on puisse commencer un petit peu très scolairement, en fait, finalement, avec le thème même de l'océan, parce que le nommer, finalement, c'est déjà un petit peu de le reconnaître. Dans cet ouvrage dont on va parler, en fait, un petit peu en longueur, vous avez choisi, finalement, le singulier, mais est-ce qu'on doit dire l'océan ou les océans? Et sur ça, j'aimerais vous entendre un petit peu toutes les deux, tour à tour. Je vous donne d'abord le micro, Frédéric. Merci beaucoup. Alors, effectivement, on a choisi un océan, et pas les océans, comme pour les plus âgés, on l'a appris à l'école, 5 océans. Alors, j'avais un certain nombre de cartes. Et effectivement, on se souvient tous d'avoir appris océan Atlantique, océan Pacifique, océan Indien, océan glacial Arctique, océan glacial Antarctique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de déjà comprendre que ce découpage, c'est des conventions qui sont liées à l'état de la science, mais aussi de ce qu'on veut dire de cet espace-là. Et on avait au début, en fonction de l'état de nos connaissances, une vision qui est un seul océan unique, Océanos, océan vu par les Grecs, et les cartes, y compris dans les mapes-mondes médiévales, étaient fondées sur cet océan qui entourait les terres. Petit à petit, donc, mais c'est assez tardivement, avec le siècle des Lumières, au XVIIIe. J'ai appuyé sur quelque chose. Non, au XVIIIe siècle, où on a classifié, comme on classait les animaux, les végétaux, on a classé les terres, classé les océans, et donc en les appelant de manière différente.
Et en 1928, la nomenclature internationale est partie sur 5 océans. Donc les 5 océans que j'ai cités tout à l'heure, sachant qu'en 2000, on est passé de l'océan glacial arctique à cet océan austral. Donc on voit bien que ce sont des conventions et aujourd'hui, en fait, on a une connaissance de ces océans qui nous permet de dire que c'est un océan unique, parce qu'il y a de la circulation, mais là, Sylvie pourra en parler mieux que moi, de la circulation de courants, parce qu'il y a en géologie aussi, on sait que c'est un océan qui se rétracte, ou pas qui se rétracte, mais qui change en fonction de cycles, qui sont des cycles très très importants sur 250 millions d'années. Et avant de laisser la parole à Sylvie, je dirais que pourquoi un océan, ce qui est primordial aujourd'hui, c'est aussi toutes ces discussions internationales, c'est un océan unique et fragile en commun face auquel on a une responsabilité. Et donc de parler d'un océan, ça permet de mettre l'ensemble de l'humanité aussi face à ses responsabilités. Sylvie, je vous pose la même question. Pourquoi avoir choisi justement le singulier plutôt que le pluriel d'un point de vue éminemment... Je finis ma question. D'un point de vue éminemment scientifique, il y a une communication en fait finalement entre tout ce système. On le voit ici, c'est un seul et même tout finalement. Oui, peut-être un. Oui. Là, on vous montre un grand courant qu'on appelle le courant circum-océanique, donc tout autour de l'océan, qui est ému par les différences de température et de salinité. Donc c'est un grand courant qui brasse l'ensemble des eaux de l'océan ou de ces 5 océans dont on parlait. Ce qui fait qu'en fait, il y a vraiment une masse d'eau qui communique pour l'ensemble du globe terrestre. Donc c'est pour ça aussi, du point de vue physique, qu'on parle vraiment d'un océan. Et donc pour vous, ça, scientifiquement, il y a un enjeu à le qualifier d'unique en fait, sur la question justement d'avoir fait ce choix collectivement en fait à deux, de l'avoir utilisé plutôt le singulier que le pluriel. Oui, c'est extrêmement important. On reviendra après peut-être sur les impacts actuellement de toutes les activités humaines qu'on appelle les activités anthropiques sur l'océan. Et d'où que vienne la pression, c'est-à-dire l'action humaine qui force les conditions de l'océan physique et biologique, les répercussions se retrouvent sur l'ensemble. Donc c'est extrêmement important pour cette notion, comme disait Frédéric, d'un océan que nous partageons tous, qui nous lie et dont on est tous responsables. Frédéric, vous parliez un petit peu tout à l'heure de cette approche très cartographique en fait qu'on a tous et toutes appris à l'école. Cette approche, elle est très occidentale finalement. J'imagine que c'est très différent en fonction des coins du monde, mais il y a aussi peut-être, on peut parler dans la vision un peu anthropologique de l'imaginaire qu'il y a autour de l'océan en fait, au-delà de la question du singulier ou du pluriel peut-être. Dans la mythologie en fait, l'océan a été maintes fois personnifié, mythifié, et je pense que c'est un point qui est assez important. Oui, quand on parle d'océan unique, il faut toujours prendre en compte que c'est un océan divers. Divers, Sylvie pourra en parler d'un point de vue biologique, mais aussi divers d'un point de vue des liens qui unissent les différentes sociétés à l'océan. Et ça, il faut à la fois reconnaître l'unicité de l'océan, mais à la fois reconnaître la diversité des liens à l'océan ou la diversité des milieux écologiques. Et cette diversité des relations à l'océan, elle se voit très très facilement quand on voit ces perspectives qui sont plutôt des perspectives occidentales, où il y a eu pendant assez longtemps la crainte de cet océan qui est liée notamment à la religion judéo-chrétienne, le grand déluge, toutes ces catastrophes qui étaient liées à l'océan, et aussi à cette méconnaissance qui faisait de ce territoire-là un territoire de monstres, voilà, où il y avait le kraken, qu'on retrouve dans la mythologie plutôt nord de l'Europe. C'est donc tous ces monstres qui sont soit les grands serpents de mer, soit les calamars géants, soit voilà, ces baleines ou ces peuplés en fait de créatures qui faisaient peur. Et on a beaucoup
tourné le dos à cet océan, ou en tout cas il était source de méfiance, de désordre, alors que vous avez d'autres sociétés qui font vraiment de l'océan l'origine de la vie, l'origine de la culture. Je pense aux sociétés du Pacifique notamment, hein, qui se réclament comme peuple de l'océan, peuple de la mer, et qui font de cet espace l'origine de tout, d'où l'ensemble des cultures proviennent. Et des îles, hein. Il y a des îles, voilà, c'est l'île qui a été formée à partir d'une pieuvre, ou l'île qui a été formée à partir d'un autre mammifère marin, et qui font aussi, c'est l'endroit où on part quand on est mort, parce que les âmes retournent du côté de l'océan. Donc on voit qu'on a tout autour de la Terre des grands mythes qui soit sont des mythes un petit peu en confrontation, en retrait vis-à-vis de l'océan, soit des mythes qui, au contraire, sont cette mère nourricière, cette mère qui a vu la vie naître. Oui, et si on parle justement de la mer et de la vie, il faut se rappeler que c'est dans l'océan qu'est apparue la vie sur Terre, sur notre globe terrestre. Alors notre globe terrestre, on estime son âge à environ 4,5 milliards d'années. Et les premiers fossiles connus datent d'environ 3,7 milliards d'années. Et alors, si jamais vous visitez, donc nous sommes du Muséum national d'histoire naturelle, si vous venez visiter la grande galerie de l'évolution, donc le grand bâtiment au fond de la belle allée du Jardin des Plantes, vous trouverez à l'étage un fossile. C'est une roche, à peu près de cette taille-là, voilà, et qui a plusieurs milliards d'années. Ça fait partie donc de ces fossiles dont les plus anciens ont plus de 3 milliards d'années. Et c'est un récif qui a été fabriqué par des toutes petites bactéries, qu'on appelle des cyanobactéries. Et on en trouve toujours vivantes aujourd'hui, par exemple sur les côtes de l'Australie. On trouve les mêmes récifs, mais vivants. Et ces petites cyanobactéries, ça a été les premiers organismes sur Terre à être capables de produire de l'oxygène, de faire de la photosynthèse, comme les plantes vertes, les arbres, hein, qui sont capables de capter le CO2, de fabriquer de la matière organique et de produire de l'oxygène. Ces petites cyanobactéries, c'est les premières à faire de l'oxygène. Et en fait, c'est elles qui ont commencé, donc il y a plusieurs milliards d'années, à transformer l'atmosphère du globe terrestre. Il n'y avait pas d'oxygène du tout au départ. Donc à peu faire une atmosphère qui a pu, in fine, accueillir beaucoup d'êtres vivants. Et ensuite, pendant plus de 3 milliards d'années, c'est uniquement dans l'océan que la vie s'est diversifiée. Tous les grands groupes végétaux, animaux, ont eu leur base dans l'océan. Même celui qui a conduit jusqu'à nous, on est des vertébrés. Les premiers vertébrés sont apparus dans l'océan. Et les premières sorties de l'eau par des plantes, par des animaux, datent d'environ 500 millions d'années. Donc plus de 3 milliards d'années d'évolution de la vie dans l'océan, ce qui fait que ça a conduit à une biodiversité absolument remarquable et unique. Vous commenciez à parler justement finalement des services rendus par l'océan. L'apparition de la vie, c'est quelque chose de fondamental et assez invisible. Il y a d'autres services rendus en fait de l'océan aux sociétés humaines. C'est tous les services un peu écosystémiques sur la question de la chaleur, la question du puits de carbone. Il y a tous ces éléments-là qui restent en fait finalement assez invisibles, assez inconnus, et pourtant c'est ce qui se passe tous les jours. Et parce que la vie et l'apparition de la vie, on peut peut-être le mettre de côté en disant c'était temporalement plus ancien. Là, dans la vie de tous les jours, à chaque instant, en fait, il y a cet aspect de puits de carbone qui est un peu central. Alors, si on parle du puits de carbone on va parler du réchauffement climatique. Donc, je pense que ici en France, il y a peu de gens pour nier le phénomène du réchauffement climatique qui a été vraiment mesuré, analysé par tous les scientifiques du GIEC, le groupement intergouvernemental des experts du climat. Ils se sont réunis, le premier démarrage du GIEC, c'était en 1988, donc ça fait en fait plusieurs décennies qu'ils nous ont alertés de ce réchauffement climatique qui est dû à l'émission des gaz à effet de serre depuis l'ère industrielle, en particulier le gaz carbonique, CO2. Ce qui se passe, c'est que ces gaz
vont dans l'atmosphère, entourent le globe terrestre. Alors il y avait de toute façon des gaz, mais pas cette quantité. Et il se produit la même chose que quand vous entrez dans une serre, c'est-à-dire que les rayonnements solaires pénètrent jusque sur la Terre, mais ce qui est émis est empêché de repartir par cette couche de gaz, exactement comme dans une serre. Alors ça, maintenant, à part certains pays qui repartent dans ce qu'on appelle le négationnisme du changement climatique, parce que ce sont vraiment des mesures, ce n'est pas une opinion, ce sont des mesures de ce réchauffement. Donc c'est relativement bien compris, bien admis. Ce dont on s'est rendu compte plus récemment, c'est du rôle joué par l'océan dans ce système. Et en fait, depuis donc cette émission de gaz et le réchauffement, l'océan a absorbé 90% de l'excès de chaleur. C'est absolument énorme, 90%. L'atmosphère en a pris 1%, la fonte des glaces continentales, des glaciers, quelques pourcents, les sols, quelques pourcents, mais l'océan, 90%. Ça veut dire que sans l'océan, on serait déjà cuit aujourd'hui. Donc il faut se rendre compte de ce rôle énorme qu'il joue dans la situation actuelle. Et puis, ce que vous citez, ce qu'on appelle le puits de carbone. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir absorbé vraiment une énorme part de l'excès de chaleur jusqu'à présent, l'océan a absorbé aussi de l'excès de CO2, de gaz carbonique. Et ça de deux façons. Ce qu'on appelle la pompe biologique, c'est-à-dire la photosynthèse par le phytoplancton. Phytoplancton, ça veut dire des toutes petites algues qui flottent à la surface de l'océan et qui sont capables de cette photosynthèse. Il y a des cyanobactéries dont je vous parlais, mais il y a aussi beaucoup d'algues, il y a les diatomées, des petites algues. Et ils ont une capacité de photosynthèse qu'on estime égale à celle de l'ensemble des forêts continentale du globe terrestre. Donc c'est une très forte capacité de photosynthèse. Et donc ça, on peut dire, c'est une captation vertueuse. Parce que ces petites algues, c'est le début de toute la chaîne alimentaire. On appelle ça maintenant le réseau trophique océanique, c'est-à-dire les petites algues sont mangées par des petits animaux, mangées par des plus gros, etc. Mais l'autre voie d'absorption du CO2 dans l'océan actuel, du fait de l'excès d'émissions de gaz à effet de serre, c'est une absorption physique directe, ce qu'on appelle la pompe physique. Et c'est le CO2 qui se dissout dans l'eau. Et cette dissolution, c'est ça qui entraîne l'acidification de l'océan, avec aussi toutes ses conséquences. Donc on en reviendra peut-être après, mais ce rôle de l'océan qui, jusqu'à présent, nous protège finalement de nos propres excès, a des conséquences immédiates, drastiques sur toute la vie dans l'océan, du fait du réchauffement et du fait de l'acidification. Maintenant qu'on a parlé un petit peu des services rendus, je voudrais qu'on parle un petit peu de ce que nous faisons finalement de lui. D'abord, sur un aspect très utilitariste, il y a une exploitation massive ou non d'ailleurs, mais une exploitation en tout cas des ressources qui est culturelle, qui est occidentale, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Frédéric Schouss, pour nous expliquer finalement un petit peu ce que nous faisons en fait de l'océan, sans parler de menaces ou de perturbations, mais juste de la manière dont on s'est lié à lui? Alors, sans parler des menaces, c'est quand même compliqué parce que l'océan, il sert à nous nourrir. Voilà, c'est en ayant travaillé beaucoup avec des populations littorales et des populations insulaires, c'est la première des choses, hein, notamment dans l'Océanie. L'océan, c'est notre garde-manger, donc c'est quand même une subsistance extrêmement importante. Il faut voir que si on a un déclin de la biodiversité et un déclin des ressources, ça va affecter de manière très importante une grande partie de la population, comme on sait aussi que des dégâts comme la pollution affectent aussi une grande partie de la population. Donc effectivement, alors il y a plusieurs types de ressources de ce qu'on fait de l'océan, hein. Il y a des ressources halieutiques, on va dire, mais il y a d'autres ressources, on en reparlera peut-être, des ressources minières, on en a
beaucoup parlé depuis quelque temps de cette extraction des ressources minières. Et après, l'océan, c'est aussi un espace où l'on circule. On circule pour le transport des individus, transport des marchandises, un espace qui voit plus de 90% de nos flux Internet avec des câbles sous-marins qui sont là. Donc ça, on va dire que c'est pour les aspects très utilitaristes de l'océan. On a vu les aspects qui sont des aspects, on parle de valeurs intrinsèques avec cette préservation de l'océan pour lui-même, pour la biodiversité, qui n'est pas fortement utile à l'homme. Et puis, ce qui me semble aussi important à souligner, c'est peut-être là où on peut aussi en venir, c'est que c'est un espace où les humains sont liés à cet océan de différentes manières. Et culturellement, si l'on perd un océan de qualité, on va perdre énormément aussi culturellement. Il y a des pays qui vont perdre tout un pan culturel, des mythologies, qui vont perdre de la linguistique, parce qu'on va perdre des manières de nommer des espèces qui vont disparaître, qui vont perdre leur identité propre. Et aussi, peut-être, même pour nous qui ne sommes pas un peuple de l'océan français métropolitain, c'est toute cette émotion que nous procure l'océan, cet aspect sensible quand on se rappelle, les premiers bains, la première fois qu'on a vu un océan, quand on écoute des chants ou quand on regarde de la peinture ou qu'on lit de la littérature. On voit bien que cet océan, on peut le retrouver partout et qui, dans la musique aussi, vous avez des pièces qui sont très importante. Et cet aspect aussi relationnel, sensible, il est aussi extrêmement important à prendre en compte. Ça fait partie des liens forts. On va parler maintenant, on va parler moins joliment et perturbations et menaces. Je vous ai restreint un petit peu sur cette question-là. Si on parle, par exemple, de quelques chiffres sur l'exploitation de l'océan, pour se rendre compte, à l'échelle du globe, la consommation annuelle moyenne de produits de la mer est passée de 9 kg par personne en 1960 à plus de 20 kg en 2020. 4/5 de nos échanges commerciaux se font par voie maritime. On ne le voit pas parce que nous, on ne se transporte pas forcément par l'eau, mais en fait, tout ce qu'on consomme se transporte par l'eau. 1 million de kilomètres de câbles sous-marins permettent nos communications. On comprend qu'on a de fait un poids très fort. On a commencé à parler du changement climatique. On a de fait toutes ces perturbations et menaces engendrées par nos activités humaines, la surexploitation, le réchauffement, l'acidification, la montée des eaux, les pollutions sonores, plastiques, chimiques. Sylvie, est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que j'en ai déjà dit les principales? Et finalement, est-ce qu'il faut les classer d'une quelconque manière entre si elles sont perturbations actuelles ou menaces à venir? Je pense que ce que vous avez cité était déjà pas mal. Donc le réchauffement climatique, la surexploitation. Il faut dire que l'océan, c'est beaucoup, et c'est encore malheureusement souvent perçu comme une nouvelle frontière, un endroit sans foi ni loi, où tout le monde va puiser. Et on agit encore un peu comme des prédateurs sur l'océan avec toutes les pêches, les collectes. On estime qu'il y a à peu près 93% des populations sauvages de l'océan qui sont exploitées en fait, de par la chasse et la pêche, dont 50% aux limites et plus de 30% surexploitées. Donc c'est énorme. Et donc ce qu'il faut se dire aussi, c'est que on se dit peut-être l'aquaculture peut être un moyen de moins pêcher dans ces populations sauvages, mais à l'heure actuelle, une grande partie de l'aquaculture, pour les poissons surtout qu'on mange nous dans nos pays, est prédatrice aussi, parce qu'elle est basée sur de la nourriture faite à partir de farine et d'huile de poisson. C'est ce qu'on appelle la pêche minotière. Minotière, ça vient des moulins et des meuniers. C'est assez terrible. C'est de la pêche de poisson pour faire de la farine de poisson. Et cette pêche, elle cible des petits poissons comme des sardines, des anchois, qui sont entre eux extrêmement nutritifs et même gustatifs et qui sont transformés en farine de poisson pour faire de l'aquaculture, de saumon, de poissons carnivores autres et de crevettes. Et il faut se rendre compte de ce que ça peut représenter. Par exemple, au large des côtes de l'Afrique, il y a des grands chalutiers pendant pas mal d'années européens
maintenant moins, et chinois, qui font cette pêche en grande masse de petits poissons. Et c'est ainsi qu'au Sénégal, par exemple, les capacités de pêche des pêcheurs traditionnels de la sardinelle. La sardinelle, c'était le petit poisson emblématique du Sénégal, qui était la source des marchés, de la gastronomie, de toute une activité culturelle et sociale. Ça a chuté de 80%. Et donc, les pêcheurs n'ont plus de travail, les marchés n'ont plus de travail, etc. Donc, on entraîne comme ça, en cascade, un grand désastre social et culturel. Et en plus, cette petite sardinelle, elle est affectée aussi par le réchauffement climatique qui fait qu'un certain nombre de poissons des tropiques essayent de migrer vers des eaux un peu plus froides au nord. Donc, le peu qui reste au Sénégal essaye d'aller vers la Mauritanie. Donc, pour vous donner un exemple de toutes les conséquences et le fait qu'elles s'agissent toutes en synergie. Donc, de mon point de vue, on ne peut pas dire tel facteur est pire que l'autre, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que toutes nos actions, donc réchauffement climatique, surexploitation, pollution, etc., agissent de concert pour affecter toute cette vie marine. On prend l'exemple du Sénégal ici, donc je voudrais embrayer directement sur cette question nord-sud qui me paraît assez essentielle avec vous, Frédéric. On a parlé de toutes les perturbations, on a parlé de toutes les menaces. Il y a une asymétrie énorme en fait entre les acteurs, les faiseurs et les personnes qui prennent en conséquence justement de plein fouet en fait ces actions. Comment parler finalement un petit peu de cette asymétrie? Est-ce qu'il y a un terme particulier? Est-ce qu'il faut parler d'une forme de justice environnementale? Quel est votre point de vue d'anthropologue là-dessus? Alors effectivement, cet exemple-là est un bon exemple parce que c'est pas le Sénégal qui pêche pour lui-même, pour les populations, mais c'est pour nourrir, pour faire de l'aquaculture dans d'autres pays. On peut prendre un exemple qui est très connu, qui est l'exemple de la montée des eaux. Où un certain nombre de petites îles dans le Pacifique risquent même de disparaître totalement. Hein. Je pense au Tuvalu qui aujourd'hui essaye d'agir pour garder, pour survivre, pour garder une trace de leur pays qui risque de totalement disparaître. Alors ils ont des accords avec l'Australie parce que l'île risque d'être totalement submergée et ils font aussi un jumeau numérique des Tuvalu pour pouvoir expliquer plus tard ce qu'était cette culture. Et là, en l'occurrence, pour cette montée des eaux qui est due au réchauffement climatique, hein, l'augmentation de la température, c'est pas de la faute des émissions des Tuvalu. Évidemment, hein, c'est de la faute des grands pays industriels qui ne réduisent pas assez les consommations, les gaz à effet de serre. Donc, on parle beaucoup des inégalités environnementales où on a, dans ces cas-là, des pays ou des groupes sociaux, parce que ça peut être aussi des groupes sociaux à l'intérieur de pays, par exemple les pêcheurs au Sénégal, ou des groupes sociaux qui peuvent être des femmes qui font de la collecte de petits coquillages, qui subissent de plein fouet les actions d'autres personnes qui les mettent en pratique. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie réflexion sur ces inégalités environnementales et pour aller vers plus de justice pour que les pays qui subissent toutes ces... On peut parler aussi des pollutions, hein, qui subissent le réchauffement climatique, qui subissent la surexploitation, qui subissent les pollutions, puissent malgré tout trouver des moyens de survivre. Et il y a des actions en justice qui ont été menées, notamment la dernière action en justice des îles justement du Pacifique pour faire condamner un certain nombre de pays qui sont émetteurs de gaz à effet de serre et qui mettent en péril leur survie. On va parler dans un instant de l'enjeu de la gouvernance, mais une dernière question pour vous, Sylvie. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage en fait entre les sciences et les rapidités de ces perturbations? C'est-à-dire qu'elles sont si rapides, si massives, avec un impact si fort que le temps de les documenter, en fait, le temps de les documenter et de les comprendre et de les... Non okay. Je vais quand même vous donner la parole, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les sciences qui mènent finalement à des décalages dans la gouvernance? Est-ce qu'on a le
temps en fait de voir, d'étudier. On sait par exemple qu'il y a des espèces marines qui doivent potentiellement disparaître avant qu'on n'ait pu les identifier. Oui, ça c'est une autre question. C'est sûr que vont disparaître de la biodiversité marine avant qu'on la connaisse. Mais la première partie de votre question, est-ce que le changement est trop rapide par rapport aux connaissances scientifiques? Non, quand je vous disais, le GIEC a démarré en 1988, a alerté depuis des décennies sur le mécanisme du changement climatique de façon très claire, de façon très documentée scientifiquement. Je vais dire, c'est la même chose pour les pollutions. Par exemple, l'océan, c'est aussi le réceptoire final de toutes nos pollutions, continentales, océaniques. Tout finit dans l'océan, via le lessivage des terres, les rivières, les estuaires, l'océan. Donc il s'agit, c'est assez médiatisé, des plastiques, qui finissent par faire des continents de plastique au milieu de l'océan. Et ces plastiques qui ne sont pas simplement ennuyeux parce que c'est des gros volumes physiques qui vont être mangés par des grosses baleines, ils se décomposent en microplastiques, nanoplastiques absorbés par tous les organismes. Ils libèrent aussi beaucoup de substances toxiques qui sont à la base de la fabrication de ces plastiques, de leur souplesse, de leur couleur, etc. Mais c'est aussi tous les autres polluants, tous les pesticides, herbicides, fongicides qu'on met dans les terres agricoles, industrielles, finissent dans l'océan. Et à nouveau, du point de vue scientifique, on a tous les éléments pour montrer, comme chez l'homme, où on a des effets de ces perturbateurs chimiques, en particulier qui ont les actions qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils interfèrent dans nos systèmes de régulation hormonaux. Chez l'homme, on sait que c'est ce qui aboutit à des problèmes d'infertilité, de problèmes de perturbation du développement embryonnaire ou de cancer. Et on sait que c'est la même chose avec la biodiversité marine, parce que du fait de cette origine commune de la vie dans l'océan, en fait, un grand nombre de mécanismes de régulation de systèmes hormonaux sont extrêmement similaires. Donc, on a toutes ces données. Il n'y a pas de problème de retard de la science par rapport. Le problème, c'est le délai entre l'avertissement, l'écoute par les décideurs et les décisions. Peut-être pour rajouter un point, pour enfoncer le clou là-dessus, Sylvie a évoqué les rapports du GIEC, qui sont quand même très anciens, 1998, premier rapport du GIEC. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a un rapport très, très connu, en tout cas dans le milieu scientifique, qui est le rapport Meadows sur les limites de la planète, qui date des années 70. Et encore avant, il y a un ouvrage d'une écologue très connue, Rachel Carlson, qui a parlé du printemps silencieux, mais qui a aussi parlé des dangers sur l'océan. Donc ça fait des années et des années qu'il y a des alertes, qu'on connaît les mécanismes. Après, le problème, c'est qu'on le voit parfaitement aujourd'hui, c'est comment on arrive à convaincre les politiques et la société, parce que ça va ensemble, évidemment. Donc c'est plus ça la difficulté, mais les connaissances, elles sont présentes. Alors elles s'affinent de jour en jour, et on pourrait dire qu'elles sont de plus en plus effrayantes, notamment moi quand je pense aux pollutions, quand je vois les méfaits des pollutions, c'est vertigineux. On va parler justement de l'enjeu de la gouvernance et de l'enjeu des politiques. On a commencé à parler de l'UNOC. On va donner plusieurs termes un peu jargonneux, en fait, si on peut faire attention justement de pouvoir les détailler un petit peu. C'est la conférence des Nations Unies sur l'océan qui s'est déroulée du coup en juin dernier à Nice. Frédéric, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu de quoi il retourne, ce que c'est, quel est l'enjeu et comprendre qui ça rassemble en fait et quel est un petit peu l'enjeu des discussions qu'il y a autour de ce moment-là? Alors, cette conférence qui s'est tenue à Nice au mois de juin, elle était très importante parce qu'elle permet de parler de l'océan en termes vraiment d'un écosystème et d'un espace qui est important pour l'ensemble de l'humanité. Donc ça, c'est une première chose. Ce qu'il faut peut-être dire, c'est que c'est la première fois à Nice qu'avant cette conférence, il y a eu une semaine, pas tout à fait une semaine, 4 jours de congrès scientifique international avec des scientifiques du monde entier pour faire des recommandations aux politiques et pour essayer d'adosser les connaissances
aux politiques. Donc, tous les sujets qui ont trait à l'océan ont été traités, hein, les sujets d'écologie, du climat et les sujets, y compris de l'anthropologie, de la justice environnementale. Et donc, ça, c'était la première phase. Et en deuxième phase, c'est l'ensemble des pays qui ont accepté de venir à cette conférence des Nations Unies. Tous les pays ne sont pas représentés et qui donnent un petit peu leur point de vue sur l'océan et les politiques qu'ils vont mettre en place. Donc, c'est une série de prises de parole importantes et pendant cette conférence des Nations Unies, il y avait plusieurs enjeux dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a ce fameux BBNJ, donc, qui est ce traité sur la haute mer où il fallait atteindre un certain nombre de signatures, une soixantaine de signatures qui viennent d'être atteintes au mois de septembre. Et il y avait aussi ce moratoire sur l'exploitation des grands fonds marins, moratoire qui était proposé notamment par la France à la suite d'un rapport scientifique international sur les dangers de l'exploitation minière. Donc, il y a évidemment, juste avant, il y avait la conférence sur les traités plastiques qui n'a pas donné d'éléments qui sont vraiment, qui nous permettent d'être optimistes, donc qui va être reporté. Et peut-être juste, on en parlera peut-être, mais l'idée, maintenant que ce traité sur la haute mer a été ratifié par suffisamment de pays, on va pouvoir aller l'année prochaine, donc en 2026, vers une COP Océan, donc une conférence des parties spécifique pour l'océan, et donc commencer à parler de gouvernance mondiale de l'océan, en tout cas avec les pays qui acceptent de venir, parce que vous imaginez bien qu'il y a des pays qui ne vaudront pas siéger, et les États-Unis en premier lieu, ce qui n'empêche pas d'avancer, parce qu'à chaque fois pendant l'UNOC, on nous disait oui mais les États-Unis ne sont pas là. Eh ben, c'est pas grave, ils sont là, ils sont pas là, ils reviendront, mais il faut quand même malgré tout initier cette gouvernance internationale avec les pays qui sont d'accord pour participer. Je ne sais pas si j'ai le temps de détailler un peu sur pourquoi une gouvernance internationale. En fait, peut-être très rapidement, jusqu'à présent, on a une gouvernance sur la pêche. Vous avez tous entendu parler, j'imagine, de la politique de la pêche européenne, hein, qui donne des quotas, qui est quand même, alors qui concerne l'Europe principalement, et puis qui organise ça, mais depuis un certain nombre d'années, depuis les années 80. Il y a une politique du transport maritime, il y a une politique, il y a la FAO sur la nourriture, mais en fait, on a des gouvernances qui sont très sectorielles et chacune avance dans son couloir, en fait. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une analyse globale et de dépasser ces gouvernances sectorielles pour prendre en compte ce milieu qui est un milieu extrêmement complexe et qui demande de l'interdisciplinarité du point de vue des sciences, mais qui demande aussi aux politiques de ne pas rester juste, voilà, moi je m'intéresse au transport maritime et puis je ne vois pas du tout ce qu'il y a à côté. Parfait, mais j'aimerais qu'on en vienne justement à la différence peut-être entre le BBNJ, donc le traité de la haute mer, et l'UNOC. Parce que c'est pas que ces mots sont interchangeables, mais en fait, dans le commun, je trouve qu'il est plutôt difficile de voir un petit peu les enjeux très distincts entre, par exemple, des négociations, des discussions, un engagement qui est volontaire, un guide de bonnes pratiques qui peut être donné à droite et à gauche, et puis peut-être des traités qui sont par essence un petit peu plus contraignants. Là, il faudrait peut-être venir avec vous, Sylvie, sur le contenu finalement du traité de la haute mer. Alors, ce qui se passe avec l'océan, c'est qu'à partir des continents, on définit certaines zones de la mer. Donc, il y a là, par exemple, la zone économique exclusive qui va jusqu'à 200 000 marins et qui est une zone qui est en gros gérée par le pays continental qui jouxte cette zone. Et c'est de cette façon-là que la France, par le fait de tous ces territoires ultramarins, a la deuxième plus grande zone exclusive marine du monde après les États-Unis. Donc, dans ces zones-là, en fait, à l'heure actuelle, c'est le pays côtier qui gère. Alors, il peut gérer en bonne entente, par exemple, pour les traités européens,
pour les aires comme ça côtières européennes. Mais quand on va au-delà de ça, on arrive dans ce qui est la haute mer et qui était une zone internationale appartenant à personne et perçue par certains comme appartenant à tous, à y faire tout ce qu'ils voulaient, comme un Far West, quoi, un Far West au plus fort qui va pêcher tout. Donc le fait de ce traité BBNJ, donc c'est pour la biodiversité Beyond National Jurisdiction. Donc ça traite de la biodiversité au-delà de ces zones exclusives. Donc un des enjeux, c'est d'essayer de la protéger pour pas que ça soit la source d'une exploitation énorme, et aussi de pouvoir peu à peu aller jusqu'à y instaurer des aires marines protégées internationales. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler des aires marines protégées. À l'heure actuelle, elles sont côtières, elles sont dans des zones gérées par les territoires voisins. Et il y a beaucoup de débats là-dessus parce que beaucoup de zones sont appelées aires marines protégées avec très peu de protection. Donc il y a un grand débat sur la qualité de protection des aires marines protégées. Il y a une ambition qui avait été affichée d'avoir 30% d'aires marines protégées côtières en France et de façon globale. Maintenant, ça serait d'en avoir 10% de réellement protégées. Donc d'aller vers cela. Mais là, donc, on parle de zones extrêmement importantes dans des eaux internationales. Donc il y a des discussions, par exemple, pour des aires marines protégées dans l'Antarctique. Et ce traité BBNJ permet de faire un cadre qui permettra ce genre de négociation. Vous parliez aussi du temps de ratification qui paraissait aussi un petit peu important entre le moment où a été négocié, en fait, discuté un petit peu ce traité de la haute mer et maintenant septembre. Le traité de la haute mer, c'était en 2023, si je ne dis pas de bêtises, et il n'est ratifié par l'ensemble des signatures que maintenant. Est-ce que vous pouvez expliquer en 2 mots cette peut-être différence de temporalité ou cette finalement lenteur aussi indirectement de la gouvernance internationale ? Alors, il y a certainement plusieurs explications à ça. Bon, déjà, il faut réunir l'ensemble des signatures. Alors, c'est quand même que 60 signatures par rapport à l'ensemble des pays qui sont inscrits aux Nations Unies. Donc, ce n'est pas énorme, mais il faut convaincre l'ensemble de ces pays. Alors, il y a peut-être le fait que l'océan... comme l'a dit Sylvie, il faut voir que ça a été souvent considéré comme un espace de liberté. Et donc cette chose, surtout la haute mer, cette chose où on pouvait, comme tu le disais, on peut tout faire, chacun y va pour prélever les ressources dont il a besoin. De toutes les façons, l'océan a été aussi longtemps vu comme inépuisable, on trouvera toujours des ressources à l'intérieur. Ça fait quelque temps qu'on s'aperçoit que c'est quand même pas tout à fait le cas. Donc il y a cette relation à l'océan qui joue certainement. Il y a le fait que dès qu'il y a un traité, il y a un certain nombre de pays qui se disent « Oh là là, je ne vais pas pouvoir continuer comme avant, donc soyons quand même extrêmement prudents ». Et puis après un traité, il faut voir dans ces grandes négociations multilatérales, ça se discute au mot près, à la virgule près. Et donc ça prend toujours énormément de temps pour arriver à consolider quelque chose et à ce qu'il soit ratifié. Bon. Il y a, à côté de donc, cette possibilité d'ouverture vers des aires marines protégées internationales, il y a aussi toute la discussion sur le fait du partage équitable des richesses de connaissances ou d'innovations qui seront issues de la biodiversité marine. Pour vous donner des exemples, il y a énormément d'avancées de connaissances qui ont été acquises grâce à des modèles marins. Par exemple, toute la connaissance du mécanisme de la division cellulaire, avec toutes les implications que ça a pour les études et les traitements de cancer, ça a été fait à partir des oursins ou des étoiles de mer, et toujours aujourd'hui. Et il y a aussi un très grand nombre de molécules d'intérêt biomédical qui sont extraites de la biodiversité marine, depuis des algues, des coraux, des requins, etc. Donc en fait, le BBNJ a aussi cette notion intéressante qui est que des découvertes qui seraient faites à partir de biodiversité venant de cette zone internationale
devrait avoir les bénéfices qui en tireraient plus tard partagés avec l'ensemble des pays du monde, et en particulier avec ceux déjà qui sont éventuellement loin de la mer ou qui sont de toute façon trop pauvres pour pouvoir avoir des bateaux océanographiques d'exploration de la biodiversité. Donc il y a cette notion-là de partage équitable qui est intéressante aussi, issue de BBNJ. On peut se dire que le traité BBNJ, on peut le voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. En fait, on essaye d'être optimiste et de se dire que c'est un verre à moitié plein, c'est le début de quelque chose, le début d'une COP océan, le début de certains pays qui prennent en compte cette fragilité. Et on va revenir sur le titre de cette fragilité de cet océan qu'on a en commun. Dernière petite partie, justement, avant une période de réponse aux questions. Il y aura un quart d'heure donné pour justement que vous puissiez poser directement vos questions à nos deux invités. Mais justement, j'aimerais qu'on puisse aborder quelques leviers. On a commencé indirectement à parler des AMP, des aires marines protégées, des façons justement de rétablir une équité vis-à-vis des bénéfices tirés directement financiers de l'océan. Comment est-ce que vous voyez justement le fait qu'on puisse concilier protection et usage de l'océan, l'une et l'autre dans l'ordre dans lequel vous voulez, mais je pense qu'il faut insister sur le fait qu'il est possiblement illusoire de se dire qu'on va arrêter totalement d'exploiter l'océan. Comment faire en fait pour concilier justement ces usages, comment transformer les usages et comment mettre en place finalement une protection active en fait de cet océan. Est-ce que vous avez des idées de leviers d'action un petit peu concrets? Alors, il y a différents points. On a parlé beaucoup là de diplomatie. Et effectivement, au niveau diplomatique, on peut aller plus loin que le traité BBNJ. On pourrait penser à de nouvelles formes telles que l'océan qui deviendrait ce patrimoine commun de l'humanité et donc qui lui donne un certain nombre, qui le protège d'une certaine façon, qui soit en dehors des États. Vous avez un certain nombre d'espaces qui sont protégés par le patrimoine mondial de l'humanité, UNESCO, comme la grande barrière de corail dont on parle aujourd'hui beaucoup, qui est en grand danger. Mais parler de ce patrimoine commun, c'est autre chose encore, c'est au-delà des juridictions nationales, comme sont protégées la Lune, par exemple, ou le système céleste. Après, avec des chercheurs en droit, il y a aussi l'idée, pourquoi pas, de donner une personnalité juridique à l'océan qui lui permettrait d'être protégé en tant que lui-même et pour lui-même, comme on protège des fleuves ou comme on protège des espaces terrestres. Donc il y a la côté très diplomatique. Il y a un aspect dont on a parlé tout à l'heure, c'est ces relations sciences décisions publiques, politiques, et il faudrait aussi renforcer ces relations, même si c'est compliqué, même si on n'est pas forcément toujours écouté, mais c'est trouver des moyens de renforcer. Alors, je sais que dans la troisième période, il y a Françoise Gaille qui sera invitée, qui aujourd'hui est en train de créer cette plateforme avec d'autres collègues, évidemment, cette plateforme intergouvernementale pour un océan soutenable, et dont l'objectif c'est de permettre de donner aux États des éléments scientifiques, les derniers éléments scientifiques pour pouvoir protéger. Après, je dirais qu'il y a aussi cette citoyen. Et on parle beaucoup aujourd'hui de littératie océanique. Alors c'est un mot un petit peu compliqué pour dire de rapprocher les citoyens de l'océan, à la fois à travers leurs connaissances, mais aussi à travers les éléments sensibles. Mieux connaître l'océan, mieux connaître ce que c'est, comment il fonctionne, ce qu'il endure aujourd'hui, et puis ce qu'il nous donne aussi, mais aussi le respecter par rapport aux émotions. Donc on peut agir sur différents points, et c'est vrai que tous les citoyens peuvent aussi s'engager. On a coutume de dire, quand on veut faire un peu pression, un citoyen, c'est une carte bleue et c'est une carte d'électeur. Donc, il faut penser à l'océan quand on vote et quand on achète quelque chose sans plastique et qu'on fait attention aux poissons qu'on mange. Vous avez aujourd'hui des grands chefs qui sont en train de s'engager pour une restauration avec une pêche durable. Donc, il y a beaucoup de manières d'agir.
Oui, tout à fait. Je vais suivre ce que dit Frédéric. Pour agir sur l'océan, c'est vraiment symbolique de tous les niveaux d'action. Depuis l'éducation des petits-enfants, l'éducation permanente de tous, l'engagement de notre vie quotidienne, l'engagement citoyen, l'engagement local, la façon dont on vote pour quel gouvernement on a, et puis toutes ces négociations internationales. Et pour la jeunesse, je trouve que c'est vraiment un enjeu, c'est symbolique de ce qui unit vraiment toute l'humanité et l'océan. Donc agir pour lui, c'est aussi agir tous ensemble, agir pour plus de justice nord-sud, pays qui ont bénéficié de développement industriel pour ceux qui ne l'ont pas eu. Donc je pense que c'est un combat et un changement d'attitude qui vaut vraiment la peine à tous les points de vue. Comme on a dit, de justice environnementale, de justice nord-sud, de justice intergénérationnelle pour que les générations suivantes aient un océan vivant. Donc c'est vraiment un engagement qui peut être enthousiasmant. Un dernier mot avant les questions justement sur cet ouvrage. Finalement, tout le programme qu'on a détaillé ici, c'est le programme qu'il y a finalement dedans. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots l'une et l'autre, si nécessaire, justement, quel est l'enjeu finalement du manifeste et peut-être même pourquoi il est en 2 langues? Alors, le muséum produit des manifestes chaque année et donc on avait choisi pour l'année de la mer de faire ce manifeste Un océan en commun. Il s'agit à chaque fois de faire un état des lieux de la science, mais un état des lieux interdisciplinaire. Vous avez la liste des noms, donc vous avez des archéologues, des juristes, des anthropologues, des écologues, des personnes qui travaillent sur le domaine public. Oui, mais je les ai aussi en face de moi. Historiens, géographes, océanographes et économistes. Et en fait, ces chercheurs se réunissent pendant 6 mois et produisent un texte en commun, un texte qui est à la fois cet état des lieux des connaissances, écrit de manière simple, 47 000 signes, donc qui se lit en 20 minutes, pour qu'il puisse être diffusé et approprié par tous. Alors il est en 2 langues, en français et en anglais, parce que l'enjeu c'est aussi par rapport à la diffusion de pouvoir agir dans d'autres pays et pour pouvoir le distribuer. Donc c'est à la fois une lecture parce qu'il est vendu en librairie, mais c'est aussi un enjeu de, on va dire, diplomatie scientifique qui nous permet d'essayer de convaincre nos interlocuteurs politiques, qu'ils soient français ou internationaux, dans les grands congrès multilatéraux, et pour pouvoir leur dire voilà ce que dit la science, voilà aussi les perspectives, puisque les perspectives juridiques, on les a aussi travaillées, et voilà ce qu'on vous propose de faire, et donc on s'engage. Pas de mots supplémentaires, Sylvie. On va pouvoir passer peut-être aux réponses aux questions, si vous avez des questions. Sinon, moi, j'en ai d'autres. C'est un peu impressionnant au début, mais je pense que vous en avez d'autres. Bonjour, merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc, ce manifeste, on le trouve en librairie, c'est ça? D'accord. Ça, c'est déjà une information. Deuxième question, en dehors de la carte bleue et de la carte des lecteurs, j'aimerais savoir si le muséum, qui a quand même une surface de recherche et de représentation importante, organise des conférences qui sont ouvertes, qui seraient ouvertes au grand public et où on pourrait quand même apprendre des choses vulgarisées, certes, mais sur les océans, sur le végétal, sur... voilà. Parce que moi, c'est ça que je recherche aussi. Pas que la carte bancaire et la carte des lecteurs. Ça, je les ai déjà, donc ça me va. Merci. Alors, oui, un peu de pub pour le muséum. Effectivement, il y a des conférences qui sont proposées et il y a une programmation qui est facilement accessible. Qui est encore facilement accessible, mais vous avez aussi, on avait fait le point pour l'année de l'océan, vous avez plein de podcasts qui ont été enregistrés sur l'océan. Alors, je ne sais plus combien il y en a, mais il y a plusieurs numéros. Il y a des ouvrages. Donc, on essaye de diversifier, en fait, le partage des connaissances. Parce que quand je parlais tout à l'heure de littératie océanique, c'est aussi partager l'ensemble des connaissances. Parce que, alors, voilà, on protège aussi ce qu'on connaît bien. Et donc, il y a beaucoup de possibilités. Et je vous conseille aussi les podcasts qui sont très très bien faits.
En fait, pendant toute l'année de la mer qui a précédé l'UNOC, on a fait des séries de conférences, de tables rondes ouvertes au muséum, de forums qui étaient ouvertes au public. Mais comme maintenant c'est fait, c'était l'an dernier, mais il y a tous ces podcasts vous allez sur le site internet du muséum et vous pouvez les regarder un par un. Il y a aussi pour le rendre plus souple, c'est entremêlé de lecture aussi, de littérature et de poèmes sur l'océan. Donc il y a science et aussi littérature. Oui, je voulais vous remercier déjà pour votre présentation, ça donnait envie. Vous êtes chercheuse, je voulais savoir si vous y alliez, si vous allez plonger pour nourrir vos travaux. Et aussi, je voulais savoir, dans votre imaginaire, vous avez l'océan, mais il y a donc cet océan, vous parlez de conventions, est-ce qu'ils se ressemblent tous? Je sais que vous y avez répondu au début, j'ai bien suivi, mais est-ce que pour vous, ils se ressemblent tous ou il y en a vraiment qui ont leur particularité quand même qui fait cette richesse? Oui, c'est une très bonne question. Donc on disait il y a un océan avec ce brassage des eaux, mais même dans chacun des océans géographiques, on a des milieux extrêmement différents. Depuis les tropiques jusqu'au pôle déjà. Donc, équateur tropique, on a les écosystèmes emblématiques des récifs coralliens, plus près des mangroves. Vers les pôles, on a toute une vie sous la glace. Donc, en fait, effectivement, il y a des milieux extrêmement différents. Il y a aussi la différence entre la surface et les grands fonds, ce qu'on a évoqué un peu. Il y a encore pas très longtemps, on pensait qu'il n'y avait pas de vie dans les fonds marins. En fait, il y a toute une vie extraordinaire avec des innovations de fonctions pour justement vivre au fond. Donc, votre question est tout à fait juste. Il y a beaucoup de milieux et de vies variées au sein de l'océan. Vous en avez un préféré ou... Alors, vous avez posé la question, est-ce qu'on plonge dans l'océan? Je ne sais pas pour Sylvie. Alors, moi, je plonge, mais comme je suis anthropologue, je plonge accompagnée et on me fait découvrir les espaces par les pêcheurs. Soit je pars en pêche avec les personnes, soit je plonge avec elles. Et c'est par l'intermédiaire de leur regard que je découvre les océans. Merci. Pardon, juste une question rapide. Qu'est-ce que vous pensez de la culture d'algues comme moyen de protection de l'océan? Je ne sais pas si c'est un sujet que vous avez déjà abordé, auquel vous avez déjà réfléchi et travaillé. Alors, il y a un certain nombre de pays qui ont une tradition d'alimentation à partir d'algues déjà. Donc, l'intérêt des algues, c'est donc de la production primaire végétale. Et donc, faire de la culture d'algues pour la nutrition humaine en océan, c'est assez intéressant parce que déjà, ça ne recouvre pas des terres arables cultivées continentales. Et après, il y a aussi des objectifs des recherches de culture d'algues pour faire de la biomasse et du biocarburant. Là encore, ça a l'avantage de ne pas être sur des terres qui servent à nourrir les gens. Donc, les cultures d'algues sont, de mon point de vue, assez récentes, peuvent être très variées selon à quelle tradition ça se raccroche de nourriture ou d'autres usages. Il y a aussi beaucoup d'usages à partir de cultures d'algues pour des produits dérivés, par exemple l'agar-agar, tous ces produits-là, ou aussi on trouve dans les algues des molécules extrêmement innovantes. Par exemple, il y a des immunostimulants qu'on extrait à partir d'algues. Oui, je posais la question, ça risque pas d'être intensif comme l'aquaculture, mais Sylvie me répondait, tout doit être mesuré en fait. Ça dépend aussi, j'imagine, comment c'est fait. Oui, je voulais vous savoir, qu'est-ce que vous pensez de l'énergie éolienne en mer? Est-ce que c'est vraiment désastreux comme certains le disent ou est-ce que c'est pas finalement... oui, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Alors moi, je vais vous donner un point de vue parce que je fais partie du Conseil scientifique national de l'éolien en mer. Donc après, je laisserai le point de vue des écologues. En fait, aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui sont faites pour essayer de mieux comprendre les impacts à la fois de la construction, mais aussi du fonctionnement
des éoliennes en mer, parce que la construction avec la pollution sonore notamment, et puis les sédiments qui sont mis en suspension, provoque un certain nombre d'impacts. Et après, il y a le fonctionnement, et notamment un fonctionnement sur toute la vie faune, les oiseaux marins. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit que si on prend en compte des éléments scientifiques, on est capable de réduire les impacts sur la biodiversité. Ce qu'on connaît mieux au muséum, hein, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est les impacts sur la biodiversité. Et donc, l'éolien en mer, oui, mais il faut prendre en compte les trajectoires de migration des oiseaux, il faut réduire les pollutions sonores, il faut faire attention à quel type d'éolien, comment on les accroche, les matériaux, il faut faire attention à plein de choses. Et si c'est bien mis en place, on peut quand même largement réduire les impacts, et il peut même y avoir des impacts positifs, hein, puisque ça peut aussi après faire un effet récif pour un certain nombre de poissons. Mais comme tout, ça doit être construit, réfléchi, en faisant cet accord aussi avec la science pour avoir les dernières études. Et puis, donc l'éolien en mer, ça fait partie d'un tout de ces énergies renouvelables, mais il faut maintenir parallèlement la réflexion sur la sobriété énergétique. Pourquoi on veut produire plus d'énergie? Pour en faire quoi? Parce que ne faut pas non plus une fuite en avant vers ce type d'énergie nouvelle. Donc c'est ce qu'on appelle un portefeuille énergétique, disons, mais il faut avoir vraiment la réflexion de l'usage de l'énergie. Et en mer, il y a d'autres sources aussi d'énergie, l'énergie des courants qui sont... en France, on avait l'énergie de la marée avec l'usine marémotrice de Dinard, sur la Rance, qui est vraiment un prototype qui fonctionne toujours. Il y a des très grandes usines marémotrices en Corée du Sud, qui ont été installées. Mais maintenant, on va aussi vers de l'usage du courant des marées plus au large, et puis aussi l'usage de la force de courant un peu plus profond. Donc il y a beaucoup de potentiel aussi par l'énergie en mer, mais de nouveau, pourquoi faire? Et il faut absolument avoir la réflexion de la sobriété énergétique. Oui, bonsoir. Je voulais juste vous demander, à votre avis, c'est malgré les avancées scientifiques, les connaissances qui poussaient l'inactivité ou la lenteur des politiques internationales et même nationales à agir plus rapidement? Ce qui poussait les politiques, par exemple la politique nationale à l'échelle juste française, à pas agir plus rapidement pour la sauvegarde des océans. On parle de la lenteur justement de la gouvernance qu'on avait abordée tout à l'heure. Disons que c'est tout le problème de la politique et des échéances électorales. C'est des sujets en plus qui touchent tout le monde, qui semblent loin, l'océan. Et donc, il y a des priorités faites à l'immédiat, mais qui sont des extrêmement mauvaises priorités. C'est comme pour tout ce qui est de l'écologie, hein. Donc, on rejoint ce même problème. On a aussi des fois des décisions contradictoires. Par exemple, dire qu'on fait de l'éolien en mer pour réduire la production de gaz à effet de serre, etc. Et en même temps, réautoriser des pesticides, des herbicides qui vont finir dans l'océan aussi et polluer toute la biodiversité. On est vraiment dans un cas de problème de réflexion et de court-termisme. Oui, après, il y a des études qui sont faites par les scientifiques pour essayer de comprendre pourquoi les politiques ont du mal à se projeter dans l'avenir. Il y a un scientifique qui a nommé ça le présentisme. Donc on gère le présent et notamment les échéances électorales. Il y a aussi une question de valeur. C'est la valeur instrumentale. On est sur l'océan, une ressource, et donc on va la puiser au maximum. Moi, je me souviens d'avoir fait une intervention devant un certain nombre de personnes et notamment d'avoir expliqué cette importance cruciale du moratoire sur l'exploitation minière, et des personnes me dire bah oui, mais si nous on ne le fait pas, les autres vont le faire, et donc il faut aller se servir en vitesse. Et donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais on voit bien que cette vision à long terme n'intéresse pas trop nos politiques. Oui. Ah, pardon.
Mais là où ils se trompent aussi, c'est que pour eux, c'est une question à long terme. Or, c'est une question immédiate. Par exemple, Frédéric a parlé des îles du Pacifique qui se trouvent, qui commencent à être englouties. Mais c'est vrai de nos rivages qui commencent à avoir des graves problèmes d'érosion et de montée du niveau de la mer. La mer, elle monte pour 2 raisons. C'est le fait que l'océan s'est réchauffé, comme on a dit, il y a 90% d'excès de chaleur. Quand l'eau se réchauffe, elle se dilate. Donc l'océan monte parce que l'eau se dilate. Et la deuxième raison, c'est toute la fonte des glaciers continentales. Donc par ces 2 raisons, la mer monte. Elle a déjà beaucoup monté. Donc les îles du Pacifique commencent à être submergées. Nos côtes, il y a des graves problèmes. Et plus large que ça, il y a par exemple le Bangladesh qui est menacé. Il y a énormément de mégapoles à travers le monde qui sont touchés. L'Indonésie est déjà en train de déménager sa capitale Jakarta dans l'île de Bornéo. Ils préparent une ville nouvelle pour déménager leur capitale à cause de ce phénomène-là. Donc, même ceux qui pensent que c'est loin, c'est pas loin de nous du tout. Juste pour dire que ça soulève des questions en cascade, c'est pas juste nous, ça va être aussi les questions de migration et changement climatique, hein, où on va avoir des transformations des migrations qui vont être énormes et qui vont... alors qu'on sait où ça va se passer. Hein. Tu as parlé du Bangladesh, c'est un des pays où il va y avoir le plus de migration parce qu'en plus, il y a des conflits ethniques internes et des problèmes de terre qui sont énormes. Une dernière question. Oui, merci. Vous avez évoqué les courants marins quelques reprises. On entend parfois parler de leur de leur perturbation due toujours à ces impacts du réchauffement climatique. Je ne sais pas si dans le temps imparti, vous pouvez nous en dire quelques mots sur où on en est de la connaissance là-dessus et les risques que ça fait peser si jamais c'est avéré. Alors, il y a par exemple ce grand courant donc circumocéanique dont je vous parlais, qui brasse l'ensemble des eaux, qui plonge au pôle, qui remonte au tropique. Donc, il a un rôle très important de brassage aussi des nutriments du fond des océans vers la surface, donc pour toute la vie marine, et puis aussi de transporter la chaleur. C'est grâce au le Gulf Stream, c'est un des chaînons de ce grand courant circumocéanique, et c'est grâce au Gulf Stream que ici en France, alors qu'on est à la même latitude qu'au Québec, on a beaucoup moins froid. Alors il y a des essais de modélisation en ce moment il semblerait que peut-être ce courant est déjà en train de se ralentir du fait qu'il y a moins de différence de température avec le réchauffement de surface. Alors s'il se ralentissait, il y a certains essais de modélisation qui disent le Gulf Stream est en train peut-être de dévier. Alors il y en a qui se réjouissent, qui disent c'est bien parce qu'il apportera moins de chaleur, donc finalement on se réchauffe, mais il y aura moins de chaleur par le Gulf Stream, donc finalement en Europe ça ira. Donc ça va jusqu'à ce type de conclusion, mais en fait à l'heure actuelle, même les modélisations océanographiques physiques de ces grands courants ne sont pas encore abouties pour savoir ce qui va se passer. Ce qu'on sait, c'est que ça se passe. Il y a des modifications de vitesse et de trajectoire. Merci pour votre intervention. Vous avez cité l'exemple des pêcheurs au Sénégal, du coup, qui sont impactés par le réchauffement climatique. Est-ce que vous auriez d'autres exemples, justement, de sociétés qui vivent en lien avec la mer et qui sont touchées? D'autres exemples du même style? Il y a vraiment partout. Et surtout dans les pays intertropicaux. Comme je vous disais, l'océan se réchauffe. Et les seuls organismes vivants qui sont capables de réguler leur température sur Terre, c'est les mammifères, comme nous, et les oiseaux. Tout le reste de la vie, les végétaux, tous les autres organismes, depuis les tortues, les poissons, ne contrôlent pas leur température, donc sont immédiatement affectés par le réchauffement. Et alors, une des conséquences actuelles dramatiques, c'est les coraux. C'est les vagues de chaleur qui font ce qu'on appelle le blanchissement des coraux, c'est-à-dire l'expulsion de leurs petites algues symbiotiques qui aident à les nourrir. Blanchissement est suivi de mort des coraux. On considère à l'heure actuelle qu'il y a près de la moitié de la grande barrière de corail d'Australie qui est morte. Or, un récif corallien, ce n'est pas simplement magnifique, beau, pour aller le regarder, c'est l'habitat de
toute une énorme biodiversité de poissons tropicaux, poissons qui sont les ressources nutritives des sociétés locales. Donc on a ces pertes-là. Après, il y a certaines espèces justement qui essayent de migrer un peu plus au nord. Donc à nouveau, ça touche les pays plutôt tropicaux qui perdent encore plus de ressources. Donc, et on a vraiment ces conséquences actuelles. Peut-être pour donner d'exemples, pour montrer à quel point ça affecte partout dans le monde. Hein. Vous avez, alors d'un point de vue plus historique, les pêcheurs de Terre-Neuve, avec la surexploitation de la morue, hein, qui a totalement disparu à Terre-Neuve et qui a totalement déstabilisé Saint-Pierre-et-Miquelon ou les Terre-Neuvas. Aujourd'hui, on a, alors à cause des pollutions dans les Antilles, la pollution au chlordécone dont vous avez peut-être entendu parler, voilà une interdiction de pêcher sur une grande partie du territoire de la Guadeloupe. Donc là aussi, ça déstructure totalement. Je vais prendre l'exemple des exemples là, comme ça que j'ai pu voir aussi en allant en Méditerranée orientale, en Turquie. Aujourd'hui, vous avez, à cause du changement climatique et à cause des espèces invasives, mais qui viennent parce qu'il y a un changement climatique et aussi parce que les habitats ont été extrêmement dégradés, vous avez petit à petit la Méditerranée qui se transforme, qui se rapproche de la mer Rouge et là qui déstructure aussi toute la pêche, toute l'activité. Les restaurateurs apprennent à pêcher, pas à pêcher, mais à préparer d'autres types de poissons parce que les poissons qu'ils avaient jusqu'à présent, ils n'existent plus. Donc on fait du poisson lion voilà, dans les restaurants parce que c'est l'espèce invasive qui est en train de tout coloniser. L'autre espèce, le poisson lapin, elle n'est pas très bonne. Donc, et on sait qu'en Méditerranée, on va progressivement aller vers un changement majeur aussi de cet espace. Et pour d'autres raisons, en mer Baltique, aujourd'hui, il vaut mieux pas trop manger de poisson, hein, notamment à cause de tous les problèmes de pollution où vous avez voilà, les poissons qui sont extrêmement pollués avec métaux lourds, avec tout un tas de... Donc on sait, ça se voit partout dans le monde, où il y a des populations qui subissent ces problèmes-là, et puis à chaque fois pour des problèmes combinés, pollution, changement climatique, surexploitation, dégradation des milieux, par le surtourisme ou par autre chose, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du surtourisme, mais c'est aussi une cause majeure de la dégradation. Donc ces menaces, elles pèsent sur l'ensemble des sociétés. Je pense qu'on peut prendre partout dans le monde et on trouvera des exemples d'hier et d'aujourd'hui, mais les exemples d'hier ne nous ont pas beaucoup appris sur ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Oui, je voulais juste poser deux petites questions. La première, vous avez parlé de personnalité morale pour l'océan. Vous avez dit que ça a été fait pour les fleuves et les mers, mais je n'ai pas compris pourquoi ils ne sont pas allés aussi loin pour l'océan. Qu'est-ce qui les a empêchés? Et enfin, je voulais savoir si, de nos jours, à cause du réchauffement climatique, des Gulf Stream marins, est-ce qu'un 8e océan pouvait naître, tout simplement, selon vous? Alors, pour la personnalité juridique, ça a été fait pour un certain nombre de fleuves, mais ça a été souvent porté par des communautés. Hein. Je pense en Nouvelle-Zélande où il y a un fleuve qui a une personnalité juridique. Je pense aussi en Équateur où la terre-mère Pachamama a aussi une personnalité juridique. Et c'est quelque chose qui n'est pas reconnu par tous les pays. En fait, en France, il y a beaucoup d'essais aujourd'hui pour avoir des fleuves, notamment à personnalité juridique. La Seine, hein, vous avez dû entendre parler, voilà, une personnalité juridique. Voilà, ça pose des questions juridiques assez fortes, hein, parce que qui va représenter les droits en tant que personnalité de la Seine. Donc, mais c'est intéressant, en tout cas, dans un premier temps, à débattre, parce que ça oblige à regarder l'océan autrement. Pour la deuxième question, je n'ai pas forcément bien compris, et c'est peut-être à Sylvie. Un autre océan? En fait,
ce qui dessine la carte actuelle des continents et des océans, c'est le résultat de ce qu'on appelle la dérive des continents. Et on est aujourd'hui un peu à l'extension, à la séparation maximum des continents. Là, vous voyez par exemple, cette hypothèse a été trouvée au début du XXe siècle. On a cette carte de l'Afrique qui ressemble beaucoup à celle de l'Amérique du Sud. En fait, au départ, à un moment, c'était lié, tout comme l'Europe et l'Amérique du Nord. L'Inde est venue s'encastrer dans le continent asiatique, elle en était détachée. Donc on a tout ce système de dérive des continents, ou dérive des plaques, mais qui en fait est toujours en mouvement. On est à l'heure actuelle toujours en train de s'éloigner des États-Unis, pas plus mal peut-être aujourd'hui, hein, et de se rapprocher de l'autre côté. On est un peu à un système d'extension maximum. Et dans 250 millions d'années, donc on ne sait pas du tout si l'espèce humaine sera là pour la voir, hein, on sera à nouveau beaucoup plus rapprochés, tous ces continents, comme on l'a été il y a 250 millions d'années. Mais donc, ça donc donne des formes différentes à l'océan et aux océans, et donc ça va changer aussi. Mais comme on disait, il y a vraiment un océan. Par les cartes géographiques, c'est divisé en 5, mais de façon très arbitraire par les frontières de ces océans. Et donc, il n'y a pas, du fait de ce qui se passe actuellement, de 8e océan qui apparaîtrait. Oui, bonjour. Merci pour vos informations, c'est très instructif. Moi, je vois qu'il y a un océan de problèmes, justement. Donc, comment on peut un peu inverser la tendance? Parce que là, j'ai l'impression que tout ce qu'on dit actuellement, c'est plutôt dans un sens... ça ne va pas en s'arrangeant, quoi. Je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'on peut... Bon, c'est peut-être une question qu'on ne pourra pas répondre. Est-ce qu'on peut encore éveiller les consciences pour qu'ils arrivent enfin à la hauteur de l'enjeu, quoi. Donc, enfin, c'est une question un peu générale, hein, je m'excuse. Non, merci pour votre question. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'essaye de rester optimiste parce que sinon je pense que la vie serait quand même difficile à continuer. Il y a des choses qui fonctionnent. Si on prend en compte la biodiversité, quand on met en place des aires marines protégées qui sont protégées véritablement, on voit que la biodiversité revient et qu'elle revient en nombre, en qualité et assez vite. Donc on peut restaurer des milieux assez rapidement. Vous avez aussi l'exemple de l'interdiction de la pêche au thon en Méditerranée, où la pêche au thon a été totalement interdite et le thon est revenu. Et donc de nouveau on peut pêcher, alors avec des quotas très très stricts, hein, mais on peut pêcher des thons. Donc on a une restauration en biodiversité possible des milieux. Et ça, c'est quand même très encourageant si on y met les moyens, si on y fait attention, si tous ensemble, pêcheurs, habitants, voilà, tous les acteurs se mettent autour de la table et forment ce qu'on appelle un parlement de la mer, on trouve des solutions et des solutions qui sont efficaces. Non, je vais pas noircir le tableau. Il y a un terme qui est très à la mode, peut-être pour finir avec vous, Sylvie, c'est le terme de résilience, en fait. Indirectement, vous en parliez. C'est justement ce fait-là de l'océan et de sa capacité à pouvoir justement prendre le pas si on lui laisse l'espace et le temps pour le faire. Oui, j'avais juste une chose à rajouter. Dans les aires marines protégées, il y a quelque chose qui est absolument enthousiasmant, c'est les aires marines éducatives. Vous avez depuis un certain nombre d'années, et c'est né en Polynésie, dans l'archipel des Marquises, des enfants qui ont dit « Et pourquoi nous, on ne gérerait pas l'espace qui est devant chez nous ?» Et donc qui proposent aux maires de la commune ou aux autorités, qui proposent des modalités de gestion pour préserver l'environnement. Et ça, c'est vraiment quand on voit... l'enthousiasme et l'engagement des enfants à travers ces aires marines éducatives qui ont commencé à 6 dans l'archipel des Marquises et qui sont à plus de 1500 aujourd'hui en France et qui disséminent partout dans le monde. Voilà, ça aussi, c'est des motifs de réjouissance. Un dernier mot, Sylvie, pour clore. Oui,
C'est vraiment que chacun participe, donc c'est ce qu'on appelle les sciences citoyennes aussi, les sciences participatives, depuis les enfants jusqu'à chacun d'entre nous. Et je crois qu'il y a quand même une prise de conscience, et comme on disait, l'océan, c'est vraiment le symbole ultime de ce qui unit l'humanité, ce qui est commun à l'humanité. Et je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont cette conscience-là et qui pourront agir. Et on peut agir depuis sa pratique quotidienne jusqu'à son investissement national, international. Donc moi, je suis positive, mais il faut continuer vraiment à transmettre l'information, à le faire. Et on a parlé du surtourisme, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à la mer. Il faut au contraire que donner à chaque enfant la chance de voir la mer, d'aimer la mer. Donc recommencer avec des classes de mer ou des visites de mer éducatives. Que l'océan, ça ne soit pas réservé aux plus riches ou aux plus nantis, que les autres le voient simplement à la télévision ou en 3D. Il faut donner à chacun la possibilité aussi d'avoir ce bonheur-là qui est une des valeurs aussi de l'océan et de sa vie. Merci beaucoup, merci Frédéric, merci Sylvie pour cette conversation très intéressante. Et merci Frédéric de nous laisser des raisons d'espérer, parce que j'entendais dans la salle que ça pouvait parfois être effectivement un petit peu attristant. Je voulais vous signaler que vous pouvez continuer à vous documenter, à vous nourrir dans la bibliothèque où ma collègue en charge des sciences a constitué une bibliographie qui se nomme Coquillages et crustacés. Donc elle a pris le sujet un petit peu de biais, comme marchent les crabes, et avec une série de livres qui sont valorisés donc à l'espace sciences de la bibliothèque. L'autre chose que je voulais dire, c'est que ce cycle de rencontres continue. La prochaine rencontre aura lieu le 10 novembre avec deux personnalités éminentes, proches de la diplomatie et de la gouvernance des océans. On a effleuré, grâce à Alexandra, un certain nombre de thèmes qui vont être abordés. Olivier Guyon-Verche et Philippe Contencé, Cyril Contencé, parleront stratégie et enjeux des abysses le 10 novembre à 18h. Et enfin, le 8 décembre, c'est Françoise Gaille, donc cette grande dame de l'océan qui a créé cette plateforme internationale dont Frédéric parlait tout à l'heure. Donc Françoise Gaille viendra avec Guillaume Massé, océanographe qui a participé à Un océan en commun, pour parler à la fois des pôles, de l'Antarctique et des avenirs de l'océan. Avant ces deux dates, je vous signale que la bibliothèque propose le mercredi 29 octobre un rendez-vous climat dont le thème est « Le droit peut-il protéger l'océan ?» avec l'association Bloom. Je vous remercie, je remercie la régie, merci Alexandra d'avoir modéré et animé cette rencontre et je vous dis à bientôt à la Bibliothèque publique d'information. Bonne soirée.